Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous dans cette réunion préalable au débat public sur les éoliennes flottantes en Méditerranée, le débat EOS. Il est maintenant 18 heures passées et donc nous allons commencer notre réunion qui va durer jusqu'à environ 19h30. La réunion de ce soir s'intitule « Partageons nos questions, l'éolien en Méditerranée dans la politique énergétique ». Elle va nous amener à essayer de poser ensemble les termes et des questions que le débat devra traiter pendant toute sa période jusqu'au 31 octobre. Alors, je vous propose qu'on rappelle très brièvement les consignes, effectivement, pour que cette réunion se passe bien. Donc, vous avez compris que vos micros sont désactivés. Cependant, vous pourrez réagir, notamment dans les moments de prise de parole, de questions suite aux interventions dans le chat. Donc, sur le bouton discussion, vous pouvez écrire vos questions. Et bien entendu, vous pouvez également lever la main pour demander la parole. Normalement, tout le monde déjà a pu se renommer au fur et à mesure qu'il a été connecté. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton renommer. Vous avez un support, évidemment, si vous rencontrez une quelconque difficulté, notamment par mail et par téléphone. Enfin, vous pouvez, évidemment, vous avez compris que la session était enregistrée puisque vous pourrez la revoir ou proposer à des personnes qui n'ont pas pu être là ce soir de visionner cette réunion en replay sur le site du débat public eos.debatpublic.fr. Alors, je vous propose tout de suite qu'on commence un peu en essayant de savoir qui nous sommes et qui sont un peu rassemblés ce soir. On ne peut pas faire un tour de table, c'est compliqué, on est trop nombreux. Et donc, je vais demander à Olivia de démarrer, si c'est possible, ce premier petit sondage pour savoir un petit peu qui vous êtes, comment vous vous définissez. Normalement, vous pouvez faire plusieurs choix à cette question. Donc, on peut être citoyen et usager de la mer et militant associatif, etc. Voilà, je vous donne quelques secondes, si vous voulez bien, pour répondre à cette question. Et ensuite, Olivia nous affichera les résultats de ce premier petit sondage. Alors, merci beaucoup. Écoutez, je ne vais pas forcément faire de commentaires, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une certaine diversité, en tout cas, d'acteurs. Alors, vous êtes très nombreux à être citoyens, pas tous, mais beaucoup. Et puis, il y a des personnes qui se sont plutôt présentées comme des professionnels de l'énergie et de l'environnement, des militants associatifs, usagers de la mer, mais aussi de simples habitants du littoral méditerranéen. Merci beaucoup pour ça. On va faire tout de suite un deuxième petit sondage sur vos lieux de provenance. Merci. Alors là, par contre, normalement, ce n'est pas un choix multiple. Vous devez choisir votre territoire d'appartenance ou de cœur. Est-ce qu'on va avoir le résultat du coup? Merci. Et donc, une présentation importante des Bouches-du-Rhône, de l'Hérault et de l'Aude. Alors, il faudra les motiver un peu, les Pyrénées-Orientales et le Gard notamment, et aussi les autres départements qui sont un petit peu moins représentés ce soir. Je vous remercie déjà pour ça. Ça nous permet effectivement déjà de savoir un petit peu qui est autour de la table. Et je ne me suis pas forcément présenté. Je m'appelle Étienne Balland. Moi, je suis le président de la commission particulière du débat public EOS, éoliennes flottantes. Et donc, comme le disait Arthur tout à l'heure, je vais co-animer cette réunion avec deux des membres de la commission, Arthur Lenot et Dominique Delosière. Alors, ce que je vous propose simplement, c'est avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, on va prendre quelques instants pour présenter à la fois ce qu'est ce débat public de façon très brève, et puis donner quelques minutes également aux porteurs du projet d'éolien flottant en Méditerranée, de façon à ce que vous ayez quelques éléments au moins de repère sur le principe de ce projet, de ce qui est proposé. Alors, qu'est-ce que c'est que la CNDP? C'est une autorité administrative indépendante. C'est important. Elle prend des décisions qui s'imposent et elle est garante d'un droit, de l'exercice d'un droit par le public, qui est celui d'être informé et de participer à l'élaboration des décisions ayant un impact sur l'environnement. C'est l'article 7 de la Charte de l'environnement.
Je vous propose qu'on passe tout de suite à la diapo suivante. La CNDP a nommé, en fait, pour animer ce débat, une commission particulière, donc que j'ai l'honneur de présider. Et cette commission s'appuie sur un secrétariat général. Le rôle de cette commission, c'est simplement d'établir et d'organiser les réunions, de les animer. Nous ne donnons pas d'avis favorable ou défavorable sur le projet. Nous conduisons simplement les débats et bien sûr, nous en restituons un compte-rendu fidèle à l'ensemble des arguments et des propositions qui auront été posés par le public. Enfin, de quoi va parler ce débat? Eh bien, c'est justement l'objet de la réunion de ce soir, c'est d'affiner un petit peu et de se donner les questions que nous souhaitons collectivement traiter pendant le temps de ce débat jusqu'au 31 octobre. En première instance, ce qu'il faut indiquer, c'est que ce débat est un grand débat d'opportunité sur le fait de savoir s'il faut développer ou non d'importants parcs éoliens commerciaux en Méditerranée. Et ensuite, bien entendu, si oui, pour quels objectifs? Y a-t-il des alternatives? Si on souhaite le faire, à quel endroit? Comment? Et donc, c'est l'ensemble de ces questions qui sont posées à travers, évidemment, l'analyse et le débat sur l'ensemble des impacts positifs ou négatifs. C'est important de bien entendre que ce débat entraînera ensuite une décision de l'État qui aura lieu avant le 31 mars prochain. Et cette décision, évidemment, engagera, quelle qu'elle soit, engagera la Méditerranée française pour longtemps. Je vais vous présenter très brièvement le déroulé de cette soirée. Alors, elle s'intitule Partageons nos questions. C'est un point très important sur lequel je voudrais insister. Le débat n'a pas encore ouvert officiellement. Ce sera le 12 juillet. Nous sommes réunis ce soir pour essayer de cadrer, de poser les bases et quelque part se donner un petit peu rendez-vous pour les réunions suivantes qui permettront d'approfondir, de clarifier les différentes controverses sur ces différentes questions. La réunion de ce soir, elle est consacrée aux politiques énergétiques dans leur ensemble. À partir du moment où on fait un débat public sur un grand projet de production électrique, alors à partir de là, effectivement, on réinterroge l'ensemble finalement de notre système électrique et donc de nos modes de vie, de la façon dont on produit, de la façon dont on consomme l'électricité, l'énergie plus globalement. Nous avons décomposé cette réunion en 3 points et à chaque fois, un intervenant va faire l'effort de présenter en quelques minutes, en 7 minutes précisément, les données principales qu'il souhaite partager, qu'il souhaite mettre sur la table en disant, voilà, ce sont les données clés pour, à mon avis, pour évoquer ce sujet. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange d'une douzaine de minutes pour que chacun puisse amener ses questions, compléter les questions que l'intervenant aura proposées. Nous ne serons pas dans un temps de réponse à ces questions. C'est ça qui est important, évidemment. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire le débat ce soir. On n'aurait pas le temps, de toute façon, de traiter ces 3 sujets dans le temps très court qui nous est imparti. On est vraiment là pour poser le cadre et on aura le temps, du coup, à partir de ce cadre posé ce soir, d'approfondir dans les mois qui viennent. Je remercie déjà les 3 intervenants qui sont intervenus. Vous avez les titres de leurs interventions, en tout cas des 3 thématiques, et ils ont chacun ensuite préparé une intervention à l'intérieur. Je les remercie beaucoup de leur disponibilité, d'avoir bien voulu intervenir ce soir. Et je vous propose du coup qu'on donne maintenant la parole à Mathieu Laurent et à Yannick Pocnet pour le ministère de la Transition écologique et RTE, pour qu'ils nous présentent également, pour poser un peu le cadre, pour qu'ils nous présentent en quelques mots le projet des 2 parcs éoliens flottants en Méditerranée qu'ils portent. Merci. Bonjour à toutes et à tous et merci à la commission particulière du débat public pour l'organisation de cette visioconférence sur la politique énergétique qui s'inscrit dans le cadre du débat public sur le projet d'éoliennes flottantes en Méditerranée. Donc, je suis Mathieu Laurent, responsable du pôle énergie marine renouvelable de la Direction générale de l'énergie et du climat et chef de ce projet. Je vais aujourd'hui vous présenter rapidement ce projet avant de laisser la place aux intervenants que M. Balland vient de vous présenter. Donc, d'abord, je vais revenir très rapidement sur les objectifs nationaux que s'est fixé la France et la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, la France s'est fixé l'objectif de diversifier son mix énergétique au travers de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, puis de la loi énergie-climat. Elle met notamment en avant un besoin de porter à 40% la production d'électricité provenant des énergies renouvelables à l'horizon 2030. Et l'État reconnaît que cette diversification se fera essentiellement grâce à l'éolien et au photovoltaïque. Et il reconnaît aussi que le développement de l'éolien en mer posé et flottant est vraiment clé pour l'atteinte de ces objectifs. Donc, à ce titre, l'État a créé la programmation pluriannuelle de l'énergie qui fixe les priorités de la France en matière d'énergie et prévoit notamment qu'entre 5,2 gigawatts et 6,2 gigawatts d'installations éoliennes en mer soient en service d'ici 2028. Il s'agit d'un calendrier ambitieux
que nous nous attelons à tenir. Et à ce titre, depuis 10 ans, la France a soutenu le développement de l'énergie éolienne en mer en attribuant déjà 7 parcs éoliens à des développeurs qui totalisent 3,6 gigawatts. Bonjour Monsieur Laurent, je me permets de prendre la parole. Votre micro est désactivé, je vous inviterai à le réactiver. Merci. Ah. Où est-ce que ça a sauté? Là, on vous entend, oui. Vous m'entendez? Donc, ça a coupé au début de cette slide? C'est ça, exactement, au début de cette Oui, diapo. exactement. Donc, des atouts naturels très, très forts, notamment des vents forts et réguliers, une grande profondeur des fonds marins et une faible amplitude des marées, qui constituent vraiment un terreau fertile pour l'installation d'éoliennes flottantes. Ce projet s'inscrit également dans une dynamique de territoire et un engagement fort des régions pour le développement des énergies marines renouvelables, notamment l'éolien flottant, afin d'assurer leur avenir énergétique et industriel. Donc, les régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur disposent d'une filière industrielle en plein essor, notamment du fait de l'installation d'ici quelques années de 3 fermes d'éoliennes pilotes flottantes au large de leurs côtes. Et donc, on s'attend à de fortes retombées locales sur ces territoires si ces projets venaient à suivre leur cours. Donc, notre projet consiste en l'installation de 2 parcs éoliennes flottantes de 250 MW chacun, puis de leurs extensions de 500 MW, ainsi que de leur raccordement mutualisé au réseau public de transport d'électricité. Donc, au total, ces parcs pourraient représenter près de 100 éoliennes, donc les deux parcs de 250 MW plus les 2 extensions. Sachant que si des éoliennes plus puissantes étaient développées, il pourrait y avoir moins d'éoliennes. Donc, après cette présentation rapide, je vais passer rapidement aussi la parole à Yannick Bocnet du réseau de transport d'électricité qui va nous faire un petit aperçu de ce qu'est le raccordement électrique. Donc, je ne sais pas s'il y a peut-être un problème de micro du côté de Yannick. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. Oui, merci. Merci Mathieu. Donc effectivement, le rôle de RTE dans ce projet est d'assurer le lien de la mer vers la terre, et c'est de réaliser une infrastructure qui permettra, si à l'issue du débat public, le projet venait à se prolonger, donc, de collecter l'électricité produite en mer pour la ramener vers le continent et en faire bénéficier l'ensemble des consommateurs des territoires concernés et au-delà. Donc, je suis Yannick Bocnet, responsable de projet en concertation pour le raccordement électrique sur la O6. Donc, RTE est une entreprise de service public à qui l'État a confié donc, la responsabilité d'exploiter, de développer, maintenir notre réseau de transport d'électricité. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui près de 100 000 km de lignes et une cinquantaine d'interconnexions avec d'autres pays. Et autre mission de service public assurée par RTE, c'est de garantir à tout moment et en tout lieu donc un équilibre entre la production et la demande d'électricité, garante de la sécurité du réseau électrique. Donc, c'est quoi un raccordement électrique pour un projet éolien en mer? Vous l'avez là sous les yeux sur ce schéma-là. Donc, c'est tout d'abord un poste électrique en mer dont la fonction est de collecter l'électricité issue des éoliennes, de l'agréger, d'élever le niveau de tension afin d'optimiser et faciliter donc, le transport jusqu'au poste de raccordement à terre de cette électricité. Donc, nous souhaitons par ailleurs que cette plateforme puisse être multi-usage pour favoriser des usages partagés en mer, accueillir des expérimentations, des sites d'essai qui nécessiteraient donc l'accès à de l'électricité et de la fibre optique pour rapatrier les informations. Donc, le poste électrique en mer est relié par des câbles à très haute tension à un poste de raccordement qui peut se situer à plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres. Et sur la partie sous-marine, le câble qui doit être protégé est
préférentiellement en dessous, c'est-à-dire enfouis dans le sol marin, ce qui permet par ailleurs de maintenir les usages au droit du câble et notamment les arts traînants de la pêche. Donc la jonction entre la partie sous-marine et la partie terrestre du raccordement est réalisée à l'atterrage dans un grand coffret maçonné enterré, situé dans la mesure du possible donc sous un site artificialisé comme des parkings en bord de plage ou sous la plage directement. Donc en fonction du choix retenu par le positionnement du poste électrique à mer et de la distance à parcourir, on peut avoir la nécessité d'installer un poste intermédiaire de compensation. Et enfin, un poste de raccordement qui permet de réceptionner l'électricité produite venant du poste électrique en mer et des parcs d'éoliennes flottantes. Bien, merci Yannick. Donc la zone d'implantation possible de ces parcs éoliens flottants couvre une surface de 3300 km² que vous pouvez voir sur la carte à droite et qui est composée de 4 zones d'études en mer, donc les zones A, B, C et D, et de 4 zones d'études pour le raccordement électrique que vous pouvez voir en orange. Donc juste pour information, à terme, les 4 parcs dont nous parlons aujourd'hui pourraient occuper une surface de près de 300 km². Donc c'est à peu près un peu moins de 10% de la surface totale de ces 4 macro-zones, comme on les appelle. Donc aujourd'hui, dans le cadre de ce débat public, l'État a plusieurs attentes. Nous attendons avec RTE de ce débat public qui nous aide à identifier les enjeux de la zone d'étude du projet à partir des données disponibles et de l'expertise citoyenne. Nous mettons à ce titre plusieurs informations à disposition des citoyens que vous pouvez retrouver sur le site EOS. Nous souhaitons que ce débat public nous aide à définir au moins 3 zones préférentielles pour l'installation de 2 parcs éoliens flottants et de leurs extensions, dont au moins une serait en région Occitanie et au moins une en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Enfin, nous souhaitons que ce débat public nous donne quelques clés pour assurer à terme la bonne intégration de ces parcs éoliens et de leur raccordement dans leur environnement, notamment sur les sujets biodiversité, paysage, usage de la mer, et avec notamment les sujets pêche qui sont très, très importants. Donc, nous mettons à disposition du public différents documents d'information que vous pouvez retrouver sur le site et qui sont présentés ici. Merci pour votre attention et merci à la Commission pour l'organisation de cet échange. Merci beaucoup, Monsieur Laurent, Monsieur Bocnet. Je vois déjà que plusieurs questions, effectivement, sont posées sur le chat, alors qui portent un petit peu plus sur le projet ou sur le montage administratif ou technico-administratif du projet. La réunion de ce soir, donc ces questions sont bien relevées. On y répondra, si on le peut, éventuellement en fin de réunion, sinon un petit peu plus tard, puisque la réunion de ce soir est vraiment posée sur le débat un petit peu de la toile de fond, finalement, de ce projet qui est la politique énergétique. Et donc, nous allons commencer sans tarder avec Monsieur Christian Depertuis, qui est professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine et qui va, en 7 minutes, aborder le premier thème de cette réunion, à savoir la question de pourquoi, c'est-à-dire quelle est en fait cette politique énergétique, quels sont les objectifs qu'elle se fixe et du coup, comment on peut replacer ce projet d'éolienne en mer dans ces objectifs très globaux de cette politique énergétique. Monsieur Depertuis, vous avez la parole. Alors, est-ce que M. Depertuis est connecté? Il l'était, mais il vient de disparaître. Ah. De la liste des participants, ouais. Probablement en voulant allumer son micro, je pense. C'est des choses qui arrivent. Est-ce qu'on peut demander à la régie de le récupérer au plus tôt? Et pendant ce temps, je vais demander à M. Bocnet si c'est possible qu'il réponde à la question suivante, qui est très, très simple et technique. À quelle distance et à quelle altitude seront situés les postes intermédiaires de compensation et les postes RTE? Est-ce que M. Bocnet, vous pouvez prendre la parole dans ce petit temps intermédiaire pour répondre à cette question, s'il vous plaît? Alors aujourd'hui, il me sera difficile de répondre, étant donné que bon, déjà le débat n'a pas encore commencé, mais pour autant la zone d'étude est extrêmement vaste.
Et donc, on ne sait pas aujourd'hui où on va venir accorder ces parcs d'éoliennes s'ils venaient à se faire. Pour autant, on a identifié pour l'ensemble de ces 4 macrozones existantes des postes qui existent déjà, des postes de raccordement. Donc, pour ceux que les noms évoqueront, donc on a par exemple le poste de Béchasse dans la banlieue de Perpignan. On a le poste de Livière dans la proche agglomération narbonnaise, ou un poste près de Lézignan-Livière qui s'appelle Gaudière, un poste à Montpellier ou Tamaro dans la proche banlieue de l'agglomération de Montpellier, et puis les postes de Feuillane ou Ponto pour le golfe de Fos. Donc là, ce sont des postes qui ont été identifiés comme pouvant accueillir les 2 fois 750 MW sur le réseau. Donc ces postes-là sont localisés, alors pour les plus proches, une vingtaine de kilomètres à l'acte, et pour les plus éloignés, donc Gaudier, Tamaro, nous sommes là à une cinquantaine de kilomètres. Pour répondre à la question sur le poste intermédiaire, il nous faut d'abord faire des études plus fines en fonction de la localisation en mer du parc, donc du poste en mer, de la distance qui éloignera ce poste en mer du poste de raccordement. Et à partir de là, il faudra que l'on regarde si c'est nécessaire d'aller installer des postes de compensation intermédiaires. Mais ces postes-là, en principe, sont assez proches sur les communes littorales. Alors, ce n'est pas sur le littoral, mais ça sera en arrière du littoral. Merci beaucoup pour cette entrée en matière. Alors du coup, un peu plus technique que prévu, du fait effectivement de la déconnexion de M. Depertuis. Je crois qu'il est revenu. Et donc, M. Depertuis, on vous laisse la parole. Absolument. Je suis absolument confus, mais c'est pas grave. Je vous ai perdu. Bon, merci Étienne et merci à la commission du débat de m'inviter à nouveau pour camper le panorama général. Donc moi, je suis prof d'économie, donc je ne connais pas grand-chose à la Méditerranée et pas beaucoup sur les postes de raccordement dans le détail, mais je suis plutôt un spécialiste des questions de transition énergétique et climat. Donc, on m'a demandé de répondre à la question en 7 minutes, multiplier les éoliennes en mer. Pourquoi? Alors, on va regarder le premier slide. La première raison du pourquoi, c'est qu'on entre dans une transition énergétique majeure qu'on appelle la transition bas carbone. Et cette transition, elle consiste en quoi? Fondamentalement, elle consiste de quitter toutes les transitions énergétiques qu'on fait depuis un siècle et demi qui consistent à ajouter des sources d'énergie les unes sur les autres à un modèle substitutif. C'est-à-dire que la transition bas carbone vise à ce qu'on atteigne quelque part vers 2050 ce qu'on appelle la neutralité carbone, la neutralité climatique. Et pour ceci, il faut avoir non pas uniquement rajouter de nouvelles sources bas carbone, zéro carbone, mais il faut surtout réduire massivement et rapidement les énergies fossiles sur lesquelles sont encore basées la grande majorité des systèmes énergétiques dans le monde. Pour y parvenir, slide suivant s'il vous plaît, j'ai visualisé la chose à partir d'un graphique qui est tiré du dernier scénario de l'Agence internationale de l'énergie qui vise ce qu'on appelle le ZEN, zéro émission nette en 2050, et ça, ce sont les objectifs pour 2030. Vous voyez que pour passer à cette logique de substitution, il y a 3 grands leviers. Le premier levier, évidemment, il faut investir dans des moyens de production zéro carbone. Et vous voyez que dans le monde, ce qu'anticipe l'Agence internationale de l'énergie pour viser ce zéro émission nette, c'est de multiplier par 4 les moyens additionnels mis en place pour produire de l'énergie à partir soit du solaire photovoltaïque, soit de l'éolien. Et dans l'éolien, vous verriez que la croissance la plus rapide et de loin, c'est le flottant, et à l'intérieur, c'est le marin, et à l'intérieur du marin, ce qui est le plus rapide, c'est le flottant. Ça, c'est le premier point. Mais ce ne serait absolument pas suffisant de rajouter des moyens de production bas carbone. Pour atteindre les objectifs, il faut également agir sur les usages finaux. Et ce qu'on anticipe beaucoup, c'est une électrification très rapide des usages qui souvent aujourd'hui sont
ouvert à partir d'énergies fossiles. Et puis également, la question se pose de la sobriété énergétique, puisque si on continue à accroître les consommations d'énergie, on n'aura pas beaucoup de chance de viser le zéro émission nette. Et puis le dernier point, c'est la démultiplication de l'efficacité, partie droite du graphique. Vous voyez qu'il faut considérablement accélérer les gains d'efficacité, tout ce qui concerne ces opérations qui ont été bien décrites dans le cas du projet. Entre le moment où vous produisez de l'énergie et le moment où vous la consommez, il y a toute une chaîne très longue de transport, de distribution, de stockage qu'il faut optimiser, sur lesquels on a beaucoup de gains possibles. Je dis juste un mot quand même, si vous me permettez, en plus sur cette addition des moyens de production. Lorsqu'on regarde ce que fait la France par rapport aux autres pays en Europe, on voit que sur les renouvelables en général, on est assez en retard, et sur l'éolien offshore, on est très en retard sur un grand nombre de nos partenaires d'Europe, notamment le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Danemark et quelques autres. Donc, c'est vrai que le représentant de l'État l'a rappelé, le gouvernement, dans sa planification, prévoit de combler une partie de ce retard, mais jusqu'à présent, le diagnostic des faits, c'est qu'on n'est pas très en avance, surtout sur l'éolien flottant. Slide suivant, s'il vous plaît. Pour viser cette transition énergétique, il s'est produit au cours des 10 années écoulées une révolution majeure. Lorsque moi je faisais des cours sur l'économie de l'énergie et du climat il y a 10 ans, je commençais toujours en disant, mais vous savez, il y a un problème de coût. Dans la décennie 2010, on a une triple révolution sur les coûts de production des énergies renouvelables, qui font qu'aujourd'hui, le kilowattheure le moins cher n'est plus d'origine fossile ni nucléaire, mais il est très généralement d'origine renouvelable. C'est déjà le cas pour l'éolien sur Terre, c'est désormais le cas pour le photovoltaïque et c'est très prochainement le cas pour l'éolien en mer, puisqu'on a des baisses de coûts qui sont très rapides. Ces baisses de coûts, on les retrouve aussi dans le stockage de l'électricité, qui joue un rôle très important évidemment pour la gestion des réseaux, et enfin, on la retrouve dans la gestion intelligente des réseaux, le smart grid, etc. Slide suivant, s'il vous plaît. Ce qui est intéressant du point de vue économique, c'est de comprendre c'est quoi le moteur de cette baisse des coûts. Et on voit que, en réalité, aussi bien pour l'éolien que pour le renouvelable, c'est un facteur d'échelle. C'est le changement d'échelle de production. Pour l'essentiel, la technologie qui consiste à transformer de l'énergie du vent en électricité, c'est connu depuis 1888, date à laquelle Charles Bush installe la première éolienne, et vous voyez l'engin un peu sur la photo à gauche, à Cleveland. La puissance, c'est 12 kilowatts. Les dernières générations d'éoliennes offshore, la puissance, c'est 12 mégawatts. On a un facteur 1000 et c'est ce facteur d'échelle qui s'accompagne effectivement d'une standardisation, d'une augmentation de la taille de chaque éolienne qui fait baisser les coûts, de même que dans l'énergie photovoltaïque, c'est l'échelle des usines qui fait baisser les coûts et ces baisses de coûts sont encore extrêmement rapides. Pour conclure mes 7 minutes qu'on m'a généreusement accordées, je vous indique les quelques questions que je me poserais si j'étais un citoyen à qui on demandait son avis sur un parc éolien flottant qu'on projette d'installer à une proximité immédiate. Moi, je n'habite pas à côté de la Méditerranée, j'habite à côté de la Marne, donc ce n'est pas ce genre de truc qu'on veut faire sur la Marne. Alors, je crois qu'il y a 3 types d'enjeux. Enjeux environnementaux, évidemment. Alors là, il y a une chose importante à bien voir, c'est sous l'angle du climat, l'énergie fournie par les moyens éoliens ou par d'autres moyens renouvelables, à quoi ils vont se substituer? Parce qu'il ne faut pas mentir aux gens. Si on substitue de l'énergie qui vient de l'éolien à de l'énergie nucléaire, on peut le faire. Et il y a très bonne raison pour le faire, mais ça ne fait pas baisser les émissions de gaz à effet de serre puisque le nucléaire n'en produit pas non plus. Les impacts environnementaux, très importants quand même, on se rend compte, si on n'étudie pas ex ante correctement les impacts de ce type d'outils, on peut avoir des déconvenues. Donc, il faut évidemment regarder les impacts sur le milieu marin, c'est très, très important. Et puis, il faut regarder aussi quand même en cycle de vie comment on a fabriqué ces monstres que sont aujourd'hui les éoliennes. Alors, le représentant de l'État l'a dit, plus ils sont gros chacun, moins il y a besoin d'en mettre. Donc, moins l'emprise est forte sur le terrain ou sur le sous-sol marin. Bon, mais il faut regarder l'origine des composants.
puisqu'on sait que suivant qu'on ait une traçabilité bonne ou pas bonne sur l'origine des composants qui constituent l'éolien, on peut avoir des impacts très différents à travers la recherche des matériaux. Enjeu économique, on est sur une industrie extrêmement capitalistique, donc les effets d'entraînement dépendront, et ça a été un peu indiqué par le représentant de l'État, de la capacité de l'écosystème industriel à fournir ou pas les équipements. Sur l'industrie éolienne, il y a des grands champions dans le monde encore qui sont européens, on n'est pas du tout dans le cas du photovoltaïque, ou part en Chine ou en Asie. Force est de reconnaître qu'ils ne sont généralement pas franco-français. La question de l'impact sur l'emploi et sur la sécurité énergétique est importante, avec ce qu'on appelle l'intermittence, qui n'est pas très adapté au cas de l'éolien, parce que ce n'est pas vraiment intermittent, le vent c'est plutôt aléatoire. Ces questions-là sont importantes. Les enjeux industriels, et je terminerai par là, il me reste 1 minute, je crois, ou du coup, je me donne encore 1 minute. Les enjeux industriels. 1, vous voyez bien que si on ne couple pas les politiques énergétiques avec la constitution d'excellence industrielle, on risque de voir la valeur ajoutée partir à l'étranger. Or, nous avons, dans tout ce qui concerne l'éolien, un secteur d'excellence où l'Europe excelle encore. L'Europe est moteur. Lorsqu'on veut, par exemple, lorsque la Corée veut implanter un parc d'éolien géant, flottant, eh ben, elle s'adresse à qui? À Total. Donc, le deuxième point qui est quand même important, c'est que si on ne développe pas le flottant chez nous, ben les grandes entreprises qui sont leaders sur le flottant, qui souvent sont d'origine pétrolière, ben, ils iront chercher les marchés là où ils se développent et ils risquent de ne pas le faire chez nous. Le dernier point, c'est la production électrique, c'est considéré comme une production non délocalisable, et c'est vrai aujourd'hui. Hein. On ne va pas faire venir notre électricité de zones éloignées parce que le coût de transport est aujourd'hui élevé, mais peut-être que demain, ceci pourrait un peu changer avec des projets de transport à très longue distance d'électricité qui sont développés notamment par l'équivalent du RTE, non pas européen, mais du RTE chinois. Donc, voilà un peu, si vous voulez, quelques questions que l'économiste se poserait sur ces questions d'implantation de parcs éoliens flottants. Merci pour votre attention et navré de cette rupture de communication qui s'est imposée à moi. En conclusion, évidemment, certains experts vous diraient qu'il est déjà trop tard pour sauver la planète, et la réponse et la réaction souvent des gens serait de dire puisque c'est trop tard, ce n'est pas la peine de se bouger. Non, il n'est pas trop tard et il faut évidemment aller dans le bon sens, et je fais confiance à tous les citoyens pour aider les pouvoirs publics qui en ont bien besoin à aller dans le bon sens. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention, effectivement, et c'est d'avoir relevé aussi le défi de la concision. Alors, il y a déjà un certain nombre de questions qui se sont posées dans le chat. Je pense que ce serait intéressant de prendre déjà plusieurs questions sur la question du prix. Donc, Elsa de l'OP, excusez-moi de écorcher votre nom, Elsa Gauteret de l'OP du Sud, qui demande: le prix de l'électricité provenant de l'éolien offshore est-il effectivement moins cher que l'énergie provenant des énergies fossiles dans les pays étrangers, plus avancés que nous en éolien offshore flottant? Alors, la question est un peu complexe. Les seuls… Allez-y. Pour l'instant, on a très peu, par définition, de courbes d'expérience sur le flottant, puisque les parcs flottants sont les derniers à être mis en place. Sur l'éolien offshore, c'est clair. Sur l'éolien offshore, en général, le cas d'école aujourd'hui, c'est le Royaume-Uni. Et au Royaume-Uni, les moyens de production éolien offshore, effectivement, produisent très majoritairement en dessous du coût de parité avec le système fossile. L'absence d'ajustement de flexibilité fait qu'effectivement, il y a une partie de ce strict gain sur le coût de production stricto sensu peut être en partie mangé par le coût de gestion de l'intermittence, parce que la gestion de l'aléa va avoir un… Et ça, on est clair sur le niveau offshore
en général. Sur le niveau des éoliennes flottantes, je ne pourrais pas être aussi affirmatif parce qu'on en est encore au début. Et donc, on est sur des parcs où les courbes d'expérience ne sont pas encore suffisamment connues. Ce que je peux vous dire, c'est que les experts que j'ai consultés, parce que moi je ne suis pas du tout expert en éolienne, moi je suis un expert en rien du tout, je suis un expert en généralité, me disent que très vraisemblablement, on va avoir une accélération de la baisse sur le flottant qui est encore devant, alors que sur, par exemple, l'éolien offshore, l'accélération elle est derrière, elle est plus devant. D'accord, donc l'éolien offshore posé, pour bien faire la distinction Absolument, voilà. entre le posé et le flottant. Donc, vous nous invitez effectivement dans le débat à regarder l'ensemble des coûts. Donc, les coûts de production, vous en avez parlé. Il y a aussi d'autres coûts, vous avez Bien sûr. évoqué, notamment de gestion du réseau, de gestion de l'intermittence. Alors, peut-être pour continuer sur la même thématique, toujours sur les part... coûts, pardonnez-moi, sur les Oui. coûts aussi, en tant qu'économiste de l'environnement, moi, toutes les nuisances environnementales, je les intègre dans les coûts. Donc, si effectivement, il s'avère que, je ne sais pas moi, la localisation du parc est par exemple sur un passage d'oiseaux et que ça fait de la mortalité d'oiseaux, ce qui est un problème parfois sur le sol lorsqu'on localise mal son parc, ça a un coût. Bon, si ça perturbe la pêche, évidemment, ça a un coût. Donc, il faut mettre dans les coûts non seulement les coûts qui résultent de l'utilisation de ce type d'énergie, notamment de l'absence de flexibilité, de gestion possible de l'offre, il faut aussi associer les coûts liés à l'environnement. Alors, dans un petit peu dans le même esprit, là, cette fois-ci, il y a la question également de Madame Gautret, mais je continue sur cette même logique. Est-ce qu'on peut comparer du coup, du point de vue justement du coût, est-ce qu'il y a d'autres énergies renouvelables qui seraient plus intéressantes? Est-ce que l'éolien offshore est le meilleur moyen quand on le compare avec l'éolien sur Terre, le photovoltaïque ou l'énergie hydroélectrique? Est-ce qu'il y a dans ces énergies-là, finalement, on parle des alternatives à l'éolien offshore, est-ce qu'il y a des énergies qui ont déjà prouvé ou qui sont particulièrement intéressantes? Alors là, si vous voulez, la question qui est posée, je dirais c'est à la fois la question de sur quoi aller le plus vite et surtout la question du calendrier. Je crois qu'il ne faut quand même pas se faire d'illusions. On aura besoin de tout. On ne va pas sortir les énergies fossiles du mix énergétique en se basant que sur une alternative unique qui pourrait être… Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en termes de capacité de production, il faut bien voir que les sources renouvelables ont toutes des contraintes spécifiques et qu'elles ne sont pas rigoureusement identiques. Donc, il y a une certaine complémentarité. Si on compare déjà éolien flottant à éolien offshore posé et à éolien sur terre. L'éolien, quand il est sur mer et quand il est bien positionné, parce qu'encore, il ne faut pas se tromper, il bénéficie de vents plus forts et surtout plus réguliers. En tout cas, sur la partie atlantique, puisque j'ai aussi introduit le débat sur les parcs en Normandie. Bon. Ça, c'est un avantage énorme. Je ne reviens pas sur le problème de l'intégration de l'éolien terrestre par rapport aux contraintes à la fois de paysage, de l'armée, etc. Bon, il y a quand même beaucoup de contraintes qui sont moins fortes sur mer. Et ensuite, en termes de potentiel, l'ordre de grandeur que j'ai en tête pour la France, c'est qu'il y a à peu près 2 fois plus de potentiel sur mer que sur Terre aujourd'hui, et le flottant élargit beaucoup le potentiel. Pourquoi? Parce qu'on peut aller plus loin. Lorsque vous devez faire du posé, vous êtes limité. Alors, quand vous êtes en mer du Nord, ça va bien, parce que la côte ne baisse pas, mais quand vous êtes en Méditerranée, ça baisse beaucoup plus vite, et sur l'Atlantique aussi. Bon, donc, voilà un peu, si vous voulez, sur l'éolien. Par rapport au photovoltaïque, la réponse est que si vous êtes bien exposé au soleil, vous avez quand même tout dépend aussi des conditions physiques, mais il y a aussi des limites à l'espace. Vous voyez, bon. Donc moi je pense qu'il faut plutôt… Et puis il y a des complémentarités, ce qui est très important, il y a des complémentarités. Puisqu'on sait bien que la difficulté de l'éolien et du photovoltaïque, c'est aussi sa dépendance
au vent ou au soleil. Mais en général, quand vous avez plutôt une complémentarité entre le vent et le soleil. Donc, si vous mixez bien les deux, vous allez avoir quelque chose qui va être plus comment dire, régulier et moins dépendant des caprices d'un côté du vent, de l'autre côté du soleil. Donc, je dirais, il n'y a pas une règle absolue d'ordre de passage, mais il faut plutôt chercher des complémentarités. Et ces complémentarités, elles apparaissent quand même assez fort. Et je ne pense pas qu'il faudrait raisonner en est-ce que je peux ne pas faire du solaire flottant pour ne faire que, par exemple, du solaire fixe ou je pense qu'il faut il faut un peu viser les complémentarités entre les choses. C'est le sens de tous les scénarios qui sont donnés en prospective, hein, que ce soit le scénario, les scénarios français maintenant ne sont pas toujours les plus complets, mais si vous prenez le scénario européen ou le scénario de l'Agence internationale de l'énergie, vous voyez qu'il y a besoin de tout. Besoin de tout. Et plus vous voulez aller vite, plus il faut aller sur plusieurs schémas en même temps. Et donc, évidemment, il y a une question de prise de risque. Il y a plusieurs interventions dans le chat, notamment les dernières, je vais revenir à les choses après, mais qui justement, je crois que la question de la substitution a été bien entendue, puisque un certain nombre de personnes disent, mais en fait, comment garantir que effectivement les énergies renouvelables viennent bien en remplacement des énergies fossiles? C'est monsieur Jocelyn Champagnon qui dit ça, un représentant du CRPMEM, du comité des pêches aussi, qui dit en Allemagne, par exemple, les fermes éoliennes se sont développées, y compris offshore, mais les centrales à charbon n'ont pas pour autant fermé, notamment pour la question de la production intermittente et de gérer l'intermittence. Donc, en tout cas, je ne vais pas vous demander de répondre sur ce point, parce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées, mais on entend bien que la question de la substitution et de ce que vous avez posé en démarrage en disant ça marche si c'est fait pour substituer et pas pour additionner, a bien été entendu. Ensuite, il y a plusieurs... alors, il y a une question de monsieur qui représente Alternativa à Martigues, qui va parler justement un petit peu des impacts sur les territoires. Vous avez plutôt parlé des impacts sur l'industrie, notamment à grande échelle. Qu'est-ce qu'on peut attendre des impacts sur le territoire en termes d'emploi? Vous avez dit notamment que certains acteurs n'étaient pas français, justement, n'étaient pas franco-français. Est-ce que pour autant, on peut imaginer effectivement qu'il y a un enjeu industriel sur ce sujet pour les territoires? Et puis, je vous propose de répondre à cette question. Et puis après, on va devoir sans doute passer à la question suivante. Oui. Peut-être on peut quand même associer juste, sur ce point, la localisation des impacts, une question de monsieur Kevin Jeanroy qui dit, mais d'une certaine façon, est-ce qu'en faisant ça, on ne fait pas aussi, on délocalise pas finalement la pollution? C'est-à-dire que nous, on produit effectivement peut-être de façon plus propre, entre guillemets, mais est-ce que l'éolien, ce n'est pas une façon d'irrémédiablement délocaliser les émissions de CO2 dans d'autres pays plus loin? La pollution d'extraction et de fabrication est aussi délocalisée. Donc, alors que la crise est globale. Voilà. Donc, peut-être sur la question de la localisation à la fois des impacts et des questions industrielles et d'emploi. Bon, évidemment, combien tu me donnes? 3 minutes, c'est ça à peine? Oui. 3 faut aller vite. 3 secondes. non, mais effectivement, en 1 minute ou deux, je pense que non. Alors, si vous voulez, je pense que vos questions sont excellentes. Sur les risques de délocalisation des émissions à l'amont, finalement, c'est-à-dire que, pour être clair, l'essentiel des émissions de CO2 dans les matériaux amont qui fabriquent une éolienne, c'est l'acier. Bon. Donc aujourd'hui, l'acier primaire, on ne sait pas fabriquer l'acier primaire sans émettre de CO2, qu'on soit à Fos ou qu'on soit en Chine. C'est pareil, c'est les mêmes technologies. Bon. Ça va évoluer, mais il faudra quand même au moins une décennie avant qu'on sache faire de l'acier primaire décarboné. Donc là, il y a une vraie question. Donc moi, j'ai fait des calculs à partir des travaux, notamment du rapport du GIEC sur les éoliens. Et en gros, on récupère avec une éolienne bien positionnée en moins d'un an et demi la quantité de CO2 qui a été émise pour fabriquer l'éolienne si on se compare à une production standard en Europe avec un contenu CO2 moyen quand ça vient des énergies fossiles. C'est plus rapide si on se compare au charbon, c'est un peu plus lent si on se compare au gaz naturel. L'enjeu en termes de territoire, ça je crois que c'est très important. J'ai dit que sur l'éolien,
il y a, bon, d'abord, il faudrait rentrer dans les détails, hein, parce qu'il n'y a pas que l'éolienne, ce n'est pas les mêmes qui font les pales, qui font les mâts, qui font les câbles, etc. Bon, mais en gros, on est sur une industrie où il y a des leaders européens. Il y a de très grands leaders européens, et notamment il y a un leader européen qui est danois, qui est bien connu. Et si vous avez regardé l'image, je vous ai montré toutes les éoliennes depuis la fin du XIXe siècle, vous voyez que c'est les Danois qui ont développé. Donc Vestas, c'est une entreprise mondialement leader. Bon, vous en avez d'autres en Allemagne, etc. Donc c'est très important de coupler ce type d'investissement avec effectivement un écosystème industriel qui va bénéficier de cette valeur ajoutée. Sinon, la valeur ajoutée, elle ne sera pas sur le territoire. D'un autre côté, je ne vais pas vous raconter de salade. On est sur une industrie mondialisée et la compétitivité de cette industrie consiste à faire de la division du travail et avoir de grosses installations de production. Donc, on ne va pas tout mettre. L'industrie des éoliennes qui seront, si elles sont installées sur votre parc flottant en Méditerranée, vous n'allez pas avoir toute l'industrie sur le rivage à proximité. Ce qui me paraît vraiment un enjeu, c'est que ça reste en Europe. Si vous voulez, aujourd'hui, qu'on ne refasse pas les erreurs incroyables qu'on a faites, notamment sur le photovoltaïque, hein, où toute la valeur ajoutée industrielle est partie en Asie. Il faut que ça reste en Europe. Et je crois qu'un certain nombre de conditions aujourd'hui sont quand même favorables à ce qu'on le fasse. La première, c'est qu'on écoute un peu plus aujourd'hui les experts lorsqu'ils disent ça qu'on ne le faisait il y a encore quelques années. Merci beaucoup Christian, merci beaucoup pour cette intervention. Je comprends qu'il y a eu beaucoup de questions dans le chat, donc on n'a pas pu toutes les prendre. En revanche, on a essayé de les prendre sous forme, donc, que vous voyez à l'écran, sous la forme de post-it en fait. Et donc ça veut bien dire qu'elles sont là et qu'elles vont ensuite permettre d'animer un certain nombre de temps de réflexion auxquels vous serez conviés pour approfondir toutes ces questions. Je suis désolé, c'est un peu frustrant. En tout cas, merci à vous et bonne continuation de vos débats. Merci beaucoup. Je vais demander maintenant du coup à Arthur Lono de faire simplement une petite synthèse comme ça à chaud de l'image qu'on a sous les yeux, des questions qui ont été posées. Oui, tout à fait. Merci Étienne. Alors j'ai essayé un petit peu de synthétiser l'ensemble des questions qui ont été posées. Je vais essayer d'être le plus complet possible. Malheureusement, je ne pourrai pas être exhaustif. J'ai identifié un premier ensemble de questions qui portent sur le modèle économique de la filière à très large échelle. J'ai compris que vous vous demandiez si, tout d'abord, le soutien public au projet était garanti, même en cas de baisse des coûts de la technologie au fil du temps. J'ai vu aussi des questions sur la cohérence du prix annoncé du mégawattheure avec les calculs des coûts actualisés et totaux de la technologie sur l'ensemble de la durée de vie du projet. Et puis aussi un certain nombre de demandes portant sur des éléments de comparaison. Est-ce que l'éolien en flottant, c'est moins cher que d'autres énergies fossiles qui proviennent d'autres pays ? Ça, c'est pour un premier ensemble sur le modèle économique à très large échelle. Et puis, à contrario, on a aussi des questions qui portent sur les retombées éventuelles du projet à des échelles spatiales plus fines, que ce soit ici ou ailleurs. Ici, au-delà de l'aspect financier, quelles sont les retombées économiques envisageables pour le territoire, que ce soit sur l'emploi ou les compétences professionnelles ? Ou au fond, une question sur l'ailleurs. Diminuer les émissions de CO2 dans le golfe du Lion, est-ce qu'au fond, ça ne revient pas à les augmenter ailleurs et plus globalement à délocaliser la pollution? Et puis enfin, un troisième ensemble de questions qui portent sur l'apport de la technologie en lui-même au mix énergétique, et cette question au mix électrique et plus globalement au mix énergétique, et cette question de la substitution. Est-ce que ce projet est-il en mesure de pouvoir contribuer à la diversification du mix énergétique? Des éléments sont amenés sur l'apport dans le mix actuel de l'éolien. Et au fond, il y a une demande de savoir si ce projet en particulier représenterait un apport substantiel à ce qui est déjà la production actuelle. Et puis, j'aimerais conclure cette synthèse par une question qui ouvre le thème suivant, puisque une question à porter sur la participation du public à ce projet. Au fond, est-ce que l'éolien offshore est
compatible avec un dispositif de transparence pour l'intervention citoyenne. Et en fait, ça ouvre un petit peu le thème suivant sur le comment mener cette transition énergétique et comment serait développé ce projet d'éolien offshore. Et je laisse Dominique Delosière introduire la séquence suivante sur les modèles de production et de consommation d'électricité et les différentes politiques énergétiques. Voilà, donc maintenant, nous allons nous intéresser effectivement au comment et pour cela, je vais laisser la parole à Monsieur Gérardin, qui est chef de projet de transition énergétique chez France Stratégie et qui va faire une intervention pour répondre à la question et tenter de répondre à quelle électricité dans la neutralité carbone. Merci beaucoup. Donc, je vais tenter effectivement, si vous arrivez à faire passer les slides, voilà, de donner quelques éléments d'éclairage, alors qui en quelques minutes vont être nécessairement assez abrupts sur cette question, et tenter de conclure vers des questionnements possibles à intégrer au débat public. Slide suivante. Premier point, la décarbonation, c'est un projet difficile, on l'a vu avec Christian de Pertuis, qui n'est pas gagné par avance. Et ce projet, il suppose que l'électricité vienne jouer un rôle majeur. Suivant. On est face à une sorte d'équation, d'après la littérature scientifique, dans laquelle la consommation énergétique totale diminuerait. Ça, c'est le graphique d'en haut, entre aujourd'hui tout à gauche et un horizon 2050 tout à droite. Et à l'intérieur de cette consommation énergétique diminuée, la part de l'électricité en bleu, qui est aujourd'hui de l'ordre d'un quart en France, serait amenée à augmenter très significativement. Et si on se place du point de vue de l'électricité, ces deux mouvements qui vont dans deux sens inverses produiraient au total une augmentation des besoins en électricité, mais une augmentation dans des proportions qui est sûrement encore à discuter et à affiner, en fonction notamment du débat sur la sobriété, qui évidemment est un débat assez nécessaire, mais assez difficile à objectiver. Suivant. Une fois qu'on a dit que l'électricité prend une place centrale dans la décarbonation, parmi les candidats possibles pour la produire, les renouvelables photovoltaïques et éoliens sont des candidats très sérieux. Ils ont l'inconvénient, ça a été dit précédemment, de fournir une électricité intermittente, mais en réalité, cela n'empêche pas qu'ils puissent couvrir une part très forte de la production électrique. Si bien que tous ces éléments que j'ai rappelés beaucoup trop rapidement, combinés ensemble, font que pour les années qui viennent, il n'y a vraiment aucun doute. Ajouter du renouvelable au système électrique, ça contribue sans aucun doute à la décarbonation à l'échelle française et européenne. Un dernier point d'introduction peut-être. On vit aujourd'hui dans un monde d'interdépendance du point de vue énergétique et d'inégalité entre territoires. Il y a des producteurs et des consommateurs de pétrole et des importateurs de pétrole. Il y a des flux d'électricité entre régions françaises, entre pays en Europe. Le monde complètement différent de la neutralité carbone, il est susceptible de rebattre les cartes, mais il n'abolit pas ce type de situation. Par exemple, relativement récemment, des pays comme le Japon et l'Allemagne, donc très densément peuplés et industriels, ont communiqué sur le fait qu'à long terme, en neutralité carbone, ils sont importateurs d'énergie et donc qu'ils ont besoin en phase 2 d'exportateurs d'énergie, alors pas forcément électrique dans ce cas, décarboné. Et puis, dans ce monde futur, il y a aussi des flux électriques à longue distance qui restent majeurs. On sent bien que si on s'appuie par moment sur du photovoltaïque plutôt au sud de l'Europe et par moment sur de l'éolien majoritairement, même s'il y a des grosses exceptions possibles heureuses comme celle en discussion ce soir, on a alors des flux nord-sud tout à fait majeurs. Donc, slide suivante, on peut déboucher sur de premières
questions possibles pour le débat. La première, elle est assez évidente, elle est sur la caractérisation du gisement, puisque c'est le terme consacré de possibles éoliens en mer dans le golfe du Lion. Quelles sont ses spécificités, quels sont ses atouts propres, et puis un point important, quel est à terme son volume vraisemblable. Alors, je vais devoir m'attarder un tout petit peu sur ce point suivant en donnant quelques chiffres. Donc, on va parler en gigawatts. Comme beaucoup d'entre vous, le premier item du sondage était professionnel de l'énergie et de l'environnement le savent, c'est l'unité de flux instantané d'énergie. Pour redonner des repères, 1,5 gigawatts, donc c'est le volume maximal qui est directement concerné par les appels d'offres et les parcs commerciaux de ce débat public. Pour donner une autre référence actuelle, l'éolien terrestre actuellement déployé en France, il est de l'ordre de 18 gigawatts aujourd'hui. Maintenant, suivant, si on se projette à l'échelle 2050 et que l'on recherche les différentes indications qu'on trouve dans différentes références. Slide suivante, s'il vous plaît. On peut se tourner vers l'Agence internationale de l'énergie, donc c'est le rapport Net Zero, donc neutralité carbone, qui a déjà été cité précédemment, qui projette à 2050 des puissances totales, alors à l'échelle mondiale, et qui s'exprime en milliers de gigawatts. En fin d'année dernière, la Commission européenne a mis en avant un objectif de 300 gigawatts d'éolien en mer à terme en Union européenne. Et puis maintenant, à l'échelle nationale, on a par exemple le comité interministériel de la mer qui, en début d'année, a mis en avant cette fois-ci un potentiel d'une cinquantaine de gigawatts sur les différentes façades maritimes métropolitaines. Et puis, on a aussi l'exercice de prospective en cours et de scénarisation en cours par RTE. Alors là, je parle ici de RTE non en tant que maître d'ouvrage de lignes de transport et de raccordement électrique, comme il s'est présenté tout à l'heure, mais RTE en tant que force d'étude sur le système électrique et notamment à terme à l'horizon 2050. Donc, dans ces exercices de prospective qui servent à alimenter les futures mises à jour des stratégies climat et énergie françaises, on a forcément des scénarios. Et on peut, même si c'est des travaux en cours, d'ores et déjà aller chercher, donc ce sont des documents publics, des puissances qui seraient de l'ordre de 20 à 60 gigawatts dans les scénarios considérés pour ces études. Donc, si maintenant on essaie de visualiser les différentes façades maritimes et de se représenter ça à l'échelle de la Méditerranée ou du golfe du Lion, on comprend bien qu'on est potentiellement en train de parler d'ordre de grandeur qui commence à une dizaine de gigawatts, et donc un ordre de grandeur qui est assez au-dessus de ce qu'on connaît en fait aujourd'hui à travers les développements existants à terre ou à travers les premiers projets portés et discutés. Et donc, ça me permet de venir à une autre catégorie de questions possibles. Alors, je vais directement, pour rester dans les temps, passer au dernier point, qui est la question de savoir si peut-être les projets dont on discute de l'opportunité aujourd'hui pourraient se révéler n'être finalement que de première pierre de vision plus large. Alors, comment fait-on pour être dans des approches robustes où on serait capable de construire des projets qui fassent sens dès aujourd'hui, mais qui, quand on avancera dans le temps demain, puissent a posteriori apparaître comme des premiers pas qu'il faudrait du coup rendre cohérents avec divers chemins possibles vers 2050 ou 2060. Et évidemment, ces chemins à terme, il n'est pas question de les décider complètement dès aujourd'hui. Il y a notamment des questions de retour d'expérience. Et donc, cette clé de lecture, je pense, de l'articulation entre des projets de court moyen terme et des visions de plus long terme, il me semble qu'elle peut vraiment
trouver à s'appliquer à l'ensemble des composantes du projet. Donc la composante purement parc, les composantes raccordement, les composantes RTE, puisqu'il y a un lien avec le système électrique le système de transport existant à terre et la manière dont on peut le prolonger à long terme avec des évolutions de consommation, avec l'arrivée également de photovoltaïque. Et puis cette question d'articulation, elle peut se poser également, c'est marqué, un intervenant le dit, pour les milieux marins, pour les usages de la mer, pour les questions industrielles, pour les questions portuaires, etc. Merci de votre attention et puis les questions seront certainement intéressantes. Oui, alors peut-être qu'en complément, est-ce que vous pourriez aussi nous dire un mot de ce que ça pourrait être l'association de ce type de projet avec des projets plus décentralisés? C'est d'ailleurs l'objet d'une question que pose, la première question qui est posée dans le chat, c'est ne serait-il pas judicieux de coupler les projets à une filière power to gas incluant les sites, etc., les sites qui sont reconvertis pour la filière hydrogène, etc. Quelle articulation est-ce qu'on pourrait imaginer entre ce type de projet centralisé et des initiatives territoriales plus locales? Alors, il y a deux questions, je vais essayer d'y répondre l'une à la suite de l'autre, donc je viendrai au Power to Gas ensuite. Sur modèle centralisé, modèle décentralisé, bon, je vais peut-être prendre un exemple complètement différent. Quand on fait un trajet en voiture, on peut se poser la question, est-ce qu'on est en train de faire quelque chose sur un modèle centralisé ou sur un modèle décentralisé? Et en fait, il y a des éléments de réponse ou des éléments d'indice qui vont dans les deux sens. Par exemple, on monte dans la voiture exactement à la minute qu'on souhaite et puis on passe par des voiries dont les règles d'usage ont été décidées à la mairie juste à côté. Et tout ce que je viens de dire là, c'est très décentralisé. Et puis, il y a aussi des éléments de centralisation puisque la voiture vient d'une usine qui a produit la même voiture à plus d'1 million d'exemplaires. Et le carburant vient d'une raffinerie qui alimente, on va dire, une dizaine de millions de Français. Donc une fois, et il me semble que ce type de constat en fait de la coexistence des deux risque en fait de se retrouver pour beaucoup de chaînes techniques impliquant des sujets énergétiques. Et donc à partir de là, il ne s'agirait pas de tomber dans un espèce de relativisme où on dirait qu'il y a à la fois du local et du décentralisé et du centralisé partout. Mais il s'agit, à mon avis, de bien considérer dans leur ensemble les chaînes qui aboutissent aux usages dont on parle, dans l'ensemble de leur cycle de vie, pour repérer techniquement d'abord ce qu'il peut y avoir de centralisé ou décentralisé dedans, et puis ensuite pour parler de gouvernance, de société, etc. Voilà. Donc, c'est sur le thème centralisé, décentralisé. Sur la question du Power to Gas, évidemment, le Power to Gas, en particulier dans le cas cité, donc à proximité de sites industriels de très grande importance, il a une place potentielle dans la vision cible de la neutralité carbone. Après, il y a aussi une question de trajectoire, en fait, qui est la question de savoir comment est-ce qu'on imbrique, en fait, au fil du temps, ces briques de la neutralité carbone. Et là, il peut y avoir une question de priorité d'usage, en fait, de l'électricité. Et un point que je dois souligner, c'est que le kilowattheure d'électricité, du point de vue de la décarbonation, il est beaucoup plus utile, hein, c'est un facteur au moins 2 pour aller éviter déjà ce qui existe dans notre monde actuel, des productions d'électricité par de l'énergie fossile, avant d'aller remplacer des productions, par exemple d'hydrogène gris. Donc voilà, il y a vraiment une question d'articulation dans le temps. Mais ce qui est sûr, c'est que pour arriver sur la cible à terme, on a besoin d'une vision géographique
puisque les productions, les consommations au sens d'électricité, donc power to gas, les réseaux de transport de distribution, tout ça est complètement interdépendant géographiquement et localisé. Merci beaucoup. Alors, on a des questions sur les retombées économiques. Quelqu'un demande si elles ne devraient pas profiter aux régions partenaires du financement, Occitanie ou PACA. Je ne sais pas si c'est quelque chose à laquelle vous pouvez apporter un élément de réponse. Des questions aussi sur les impacts sur l'environnement et une façon de rendre ces productions d'électricité moins intermittentes, puisque c'est le principal reproche, entre guillemets, qui est fait à cette production d'électricité. Est-ce que, je ne sais pas si vous voyez, non, la question n'est pas affichée. Pourquoi ne pas ajouter aux plateformes flottantes des panneaux photovoltaïques et des hydroliennes? L'objectif pouvant être de coupler ces productions pour les rendre moins intermittentes. Si je prends cette dernière question, en fait, c'est déjà dans ce type de système qu'on vit via la mutualisation en fait permise par le système électrique et les réseaux électriques. Oui, effectivement, un système énergétique ou électrique qui reposerait sur un seul type de source renouvelable, il ne fonctionnerait pas. Et voilà, c'est bien un ensemble qui est relié par le réseau. Je suis désolé, vous aviez mentionné d'autres questions, mais si vous voulez bien me les répercuter. Il y a une autre question sur bon, ça c'est pas vraiment une question, hein. Plus des 3/4 de la population française est contre l'implantation des éoliennes, et particulièrement dans le monde de la pêche, donc je pense pas que ça demande une réponse. Est-ce que l'on connaît le bilan carbone de l'éolien offshore commercial posé, puisqu'il n'y a pas encore d'éolien offshore commercial flottant? Alors, la réponse c'est oui, je sais que la littérature scientifique est suffisamment fournie pour avoir un bon niveau de confiance sur les ordres de grandeur, avec des petites fourchettes d'incertitude comme d'habitude pour toute évaluation, mais des fourchettes d'incertitude faibles. Je ne vais pas donner de chiffres parce qu'il me semble que c'est une question très légitime du débat public et qui serait très bien que le débat public puisse y apporter des éléments bien plus circonstanciés que ce que je pourrais faire rapidement. Bon, c'est vrai que c'est une question qu'on voit souvent revenir. Je dirais quand on parle d'une manière générale de production d'électricité bas carbone en comparaison des productions directement fossiles, donc que ce soit pour de l'éolien ou du photovoltaïque ou même pour le nucléaire, on entend souvent dire oui, mais dans le processus technique de votre moyen de production, à l'amont, il y a des énergies fossiles, et donc est-ce qu'au total, on est bien sur quelque chose de gagnant? Donc ça, c'est quelque chose auquel Christian de Pertuis a commencé à donner un élément de réponse en disant, voilà, sur certains calculs, c'est en un peu plus d'1 an que, en l'occurrence, les éoliennes rendent l'énergie qui a été mise dans leur fabrication. Donc c'est bien effectivement l'ordre de grandeur, un des facteurs au moins largement supérieur à 10 sur la durée de vie des installations entre ce qu'on a mis et ce qu'on a récupéré, que ce soit en termes d'énergie ou en termes d'émissions évitées, dès lors qu'on est toujours sur un système électrique européen et un peu français aussi, dans lequel il y a une grosse quantité de production électrique à base d'énergie fossile. Voilà, on est en fait dans un monde aujourd'hui où notre approvisionnement énergétique est largement fossile, et je pense qu'il y aurait une espèce d'erreur de raisonnement à imaginer que les moyens décarbonés devraient eux-mêmes s'appuyer sur des filières d'acier, de béton, etc., décarbonées avant d'avoir le droit d'exister. Non, la question, c'est pas ça. C'est on a d'un côté des moyens renouvelables qui sont un moyen de prendre un peu d'énergie fossile de notre système actuel pour obtenir derrière, avec un gros coefficient multiplicatif, beaucoup d'énergie décarbonée, ça d'un côté. Et puis de l'autre,
vit dans un monde industriel qui consomme, j'ai cité de l'acier, du béton, des choses comme ça, des composites pour des pales d'éoliennes. Et il s'agit aussi, à un moment dans la trajectoire de décarbonation, de décarboner tout ça, que ce soit pour les usages énergie renouvelable ou que ce soit pour tous les autres usages. Alors, je dis décarboner en complément, bien sûr, des efforts sur la réduction de consommation des matériaux qui peuvent être les plus intensifs en émissions. Et donc, je crois vraiment qu'il n'y a pas d'espèce de bouclage à faire comme ça, en demandant d'abord à ce que à ce que en fait, le moyen de production électrique renouvelable soit exactement zéro carbone. Ce qui compte, c'est qu'il soit plus d'un facteur 10 en dessous des productions électriques à base de fossiles. Très bien. Alors, une dernière question, je ne sais pas si on a le temps, Étienne, qui vient juste d'arriver. Oui, absolument. On a encore le temps pour une question. D'accord. Si on parle du modèle de production et de consommation d'électricité, on s'interroge aussi sur le modèle de société que l'on veut. Et la question est donc beaucoup plus large que celle posée par le point 2. Ne serait-il pas temps de remettre en question la société de production capitalistique d'abondance matérielle dans laquelle nous vivons? Donc on revient en fait à la question de la diminution de la consommation dont parlait M. de Pertuis en première intervention. Mais peut-être que vous pouvez ajouter quelque chose. Oui, j'ai vous le mentionné la question du débat sur la sobriété dans la présentation. Alors, ce que je vais dire va pas être, va pas avoir valeur de démonstration, mais ce qu'il faut percevoir, c'est que ce débat est complètement indispensable pour réussir à construire des visions de neutralité carbone qui arrivent à boucler, à fonctionner. Après, il y a une question d'ordre de grandeur, c'est-à-dire que quand on parle d'économie d'énergie de manière générale, on commence par ce qu'on appelle couramment l'efficacité, c'est-à-dire simplement les économies d'énergie techniques qui n'ont pas d'impact particulier pour l'utilisateur. Et puis ensuite, il y a une progression vers des choses qui relèvent de plus en plus de la sobriété, c'est-à-dire qu'on fait l'effort, alors je dis effort, mais c'est pas forcément négatif ou douloureux, évidemment, mais de changer des choses à nos modes de vie pour arriver à ces économies d'énergie. Donc là où le débat prend forcément du temps, c'est qu'il y a besoin de faire le lien, en fait, de réussir à se représenter le degré d'effort demandé qui se trouve en face de tel niveau, en fait, d'économie en termes de demande d'énergie, et un élément de diagnostic un peu général peut-être, c'est que en réalité, même en allant tirer assez fort sur les modes de vie, donc on change complètement la donne en termes de possibilité de la neutralité carbone et de facilité d'atteinte de la neutralité carbone, ça c'est clair, mais en réalité, on ne sort pas pour autant de la société industrielle. À vrai dire, il y a un siècle, on vivait déjà dans la société industrielle avec un niveau d'abondance qui était dans l'absolu fort, mais qui était en relatif très faible en dessous de nous. Et donc, après, en termes de débat public, la question de sobriété extrême qui sortent de la société industrielle peuvent être, des systèmes industriels peut être posée évidemment, mais là, on est complètement sur un autre ordre de débat, en fait. Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'être intervenu. Arthur, est-ce que tu es prêt à faire une petite synthèse des questions qui ont été posées? Alors, je crois que pour la synthèse, cette fois-ci, c'est Étienne, si je ne me trompe pas. Tout à fait, absolument. Pardon, Étienne, je suis désolée. Il n'y a pas de souci.
Merci beaucoup, Monsieur Gérardin, et merci à tous pour les questions que vous avez posées. Donc, il me semble que là, il y a plusieurs questions intéressantes. Je vais peut-être finir par la dernière qui a été posée à l'instant. Et Monsieur Gérardin disait effectivement, est-ce que c'est un autre débat ou est-ce que ce n'est pas un autre débat? Et je pense que vous avez tout à fait raison de dire que c'est une question effectivement qui questionne la vision du monde et la vision de l'avenir, et notamment ce que vous avez posé à un moment donné comme point de départ en disant ça va nécessiter une électrification générale de nos modes de vie. Donc je pense que la dernière question, elle fait tout à fait partie du débat public elle est en fait à questionner les objectifs, et notamment les objectifs finaux de cette production d'ENR. Donc c'est justement intéressant, et on voit dans l'image qu'on a sous les yeux qu'il y a effectivement un très large spectre en fait de questions qui sont posées lorsqu'on commence à aborder comment on s'y prend finalement. Et alors, je reprendrai aussi, sans les reciter, des questions sur le bilan carbone de l'éolien offshore. Vous nous avez dit qu'il y avait des éléments pour y répondre, et donc le débat va s'atteler effectivement à répondre notamment à cette question. Et on a vu aussi, à travers la question sur le centralisé ou le décentralisé, mais aussi la question de l'association entre les différents modes de production, les différentes productions qui peuvent s'associer sur des projets. Alors, il y a eu plusieurs idées qui ont été proposées, et donc qu'on pourra regarder en détail. Enfin, une question qui n'a pas forcément été encore tout à fait répondue, mais c'est tout à fait normal, hein, c'est le but de cette réunion n'est pas de répondre, mais c'est vraiment de bien poser l'ensemble des questions. Elle est sur qui doit bénéficier, enfin qui fait l'effort et qui, d'une certaine manière, doit aussi bénéficier des compensations, ou en tout cas, je crois que la question est posée sur le thème de qui doit profiter, comment on doit profiter aussi de cet élément. Donc la répartition de l'effort, la répartition de finalement vous avez parlé beaucoup d'inégalités entre les territoires, et que notre système était toujours un système inégal entre les territoires, va finalement positionner certains territoires pour faire certaines choses et d'autres pour en faire d'autres. Donc comment profitent les territoires qui produisent de ces projets de production? C'est la dernière question qui a été posée. Voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre intervention, et je vais donc donner la parole à Arthur qui va nous présenter le troisième cycle de notre réunion. Juste avant, je voudrais, excuse-moi Arthur, 2 secondes, parce que Monsieur Lescure pose la question il n'a pas eu la réponse à sa question, et il posait la question des éoliennes tripales. Donc, je voudrais juste dire que toutes les questions, effectivement, ne vont pas avoir des réponses forcément aujourd'hui, mais que ce sont des sujets qu'on va aborder au fur et à mesure. Donc, je ne sais pas si Arthur aura le temps de reprendre cette question ou pas, mais il faudra répondre à Monsieur Lescure. Merci Dominique. Oui, c'est le moment de passer à la troisième séquence de notre réunion ce soir. Il est 19h18, il nous reste 12 minutes sur notre temps imparti, mais comme Étienne vous l'a précisé tout à l'heure dans le chat, nous allons un petit peu déborder. Nous devrions terminer la réunion entre 19h40 et 19h45. Et donc, je vous propose qu'on s'intéresse maintenant aux moyens de cette transition et de l'inscription de ce projet éolien dans la politique énergétique. Quel serait le coût du projet et surtout, à qui profiterait-il? Et je laisse sans plus attendre la parole à Monsieur Vincent Guénard de l'Agence de la transition écologique. Vous êtes animateur du pôle éolien et des énergies maritimes chargé de l'éolien en mer. Je vous laisse vous présenter et donc je vous laisse enchaîner sur votre intervention pour 7 minutes. Merci à vous. Oui, merci. Bonsoir à toutes et tous, et merci à la commission du débat de m'avoir invité. Alors, en plus de la présentation, je peux ajouter aussi que je fais le suivi des fermes éoliennes flottantes en France, et dont 3 se trouvent en développement en Méditerranée. Donc, j'aurai l'occasion d'y revenir un peu par la suite. Et je vais vous aborder le sujet des coûts de l'éolien flottant et en parallèle du développement industriel. Donc, ça a déjà été abordé dans les questions ou dans les propos avant.
diapo suivante, s'il vous plaît. Juste pour faciliter mon propos, je vais donner quelques définitions. Alors, quand on parle d'éolien posé, hein, c'est l'éolien qu'on trouve actuellement hein, au large des côtes de mer du Nord. Donc, c'est dans des profondeurs de 10 à 40 mètres, donc sur des fondations monopieux ou jaquettes. L'éolien flottant, ce sera plutôt hein, pour la Méditerranée en particulier, et c'est sur des profondeurs plus élevées, donc à partir de communément 50 mètres. Et je voudrais aussi ajouter une définition. Quand on parle de coût, on a beaucoup parlé de coût, donc on parle bien du coût du kilowattheure produit, donc ça désigne bien enfin, ce qu'on désigne par le coût actualisé de l'électricité. Ou LCOE en anglais, en fait, on parle actualisé parce on tient en compte de l'inflation, parce que finalement, tout est ramené. Les projets durent d'une 20 ans. Excusez-moi, monsieur Guénard, pourriez-vous, s'il vous plaît, développer l'acronyme LCOE Ah pour oui, que tout le monde nous suive bien? Oui, c'est en anglais, donc c'est Levelized Cost of Electricity. Bon, désolé de parler en anglais, mais c'est souvent dans la littérature, c'est souvent ce qui est indiqué. Donc, si vous trouvez des publications avec LCOE, c'est le coût actualisé de l'électricité. Donc, ce coût-là, il inclut les coûts d'investissement des centrales de production, hein, donc les éoliennes, leur fondation, leur raccordement, etc. Mais aussi les coûts de transport, d'installation, les coûts d'exploitation et de maintenance des parcs. Donc là, c'est pour ça qu'on est sur une durée longue, hein, sur toute la durée de vie d'exploitation des parcs, donc souvent 20 ans, voire au-delà. Mais aussi, ça inclut aussi le coût de démantèlement, hein, donc tout est intégré dans ce coût. Alors justement, les coûts de l'éolien offshore, alors partons des faits, en fait, ce coût a vraiment diminué au cours de la dernière décennie, on va dire. C'est là où vraiment l'éolien offshore a décollé en Europe et en Asie. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, en 2010, on était plutôt sur des coûts de l'ordre de 200 € du mégawattheure. Et maintenant, en 2020, on est plutôt à 80. Donc, on a plus que divisé par 2 les coûts. Et alors ça, c'est les coûts constatés, et les coûts annoncés sont encore bien plus bas. Donc, c'est pour ça que les courbes s'aplatissent hein, et tendent vers le bas, parce que maintenant, on a des coûts de production qui sont annoncés inférieurs à 60 € du mégawattheure. Et même en France, c'est possible, parce que le projet de Dunkerque qui a été attribué il y a un peu plus d'un an affiche un coût de 44 € du mégawattheure. Donc on voit que ces coûts-là, ils ont bien diminué, et c'est pour ça, c'est une des raisons qui fait que beaucoup de pays s'intéressent de près à l'éolien en mer, et notamment des pays qui sont de gros consommateurs d'électricité. Alors en Europe, ça c'est clair, mais aussi en Chine. Et bientôt, en fait, ces coûts-là attirent aussi d'autres pays développés, comme les États-Unis, le Japon, la Corée, voilà. Et on a même des cas plus extrêmes où, par exemple, en Allemagne, maintenant, il y a des projets qui vont se rémunérer directement sur le marché de l'électricité. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de subventions. Et il faut savoir que sur le marché de gros, l'électricité se négocie entre 20 et 60 € du mégawattheure. Alors, c'est très fluctuant, parce que ça dépend en fait à l'instant T de l'équilibre entre une offre de production et une consommation. Mais c'est une tendance qui est assez lourde, qui peut nous faire penser que, slide suivante, que l'éolien offshore posé sera compétitif à partir des années 2030, donc dans à peu près 10 ans. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus besoin de financer, de subventionner ces moyens de production. Alors, cette tendance lourde de diminution des coûts, elle vient de plusieurs facteurs. Alors on en a parlé, hein, l'augmentation de la taille des machines et la puissance des éoliennes qui permettent d'en mettre moins. Et donc, ça va être moins cher à fabriquer, à installer et à exploiter. Un deuxième facteur important, c'est l'optimisation industrielle pour la fabrication. Le fait de travailler en série, ça permet de réduire les coûts. Donc ça, c'est des processus assez classiques de l'industrie. C'est aussi les retours d'expérience qu'ont les parcs éoliens qui sont déjà installés, hein, qui font qu'on peut optimiser les processus d'exploitation et de maintenance. C'est aussi la taille croissante des projets
qui a permis d'en réduire les coûts fixes, notamment les coûts de raccordement, hein, qui sont des coûts qu'on doit faire, ou les bases de maintenance. Parce que quand on doit faire une base de maintenance, on en fait une pour un parc. Si le parc il fait 500 MW ou 1 gigawatt, on a à peu près le même coût. Donc ça, c'est plutôt l'effet de volume qui va réduire les coûts. Et enfin, et c'est pas négligeable, c'est que cette énergie, ce mode de production est devenu crédible aux yeux des institutions bancaires, ce qui a fait baisser tous ces frais de financement, car finalement, ces projets sont maintenant, ils sont de moins en moins risqués. Ils sont vus en tout cas par les banques comme peu risqués. Et donc, finalement, ils bénéficient de prix d'argent, enfin le prix de l'argent qui est en diminution. Et donc, ça a un effet sur les coûts. Excusez-moi, Monsieur Oui. Guénard, je vais vous demander de bientôt conclure, s'il vous plaît. Nous arrivons bientôt au terme des 7 minutes. Des 7 minutes. Ah, je suis désolé. Alors, j'ai même pas posé mes questions. Alors, les coûts, bon, je vais aller directement en question. Ce qu'il est important de savoir, c'est est-ce que vraiment c'est cette limite, alors on n'en a pas parlé, hein, c'est 110, ouais, c'est sur la slide d'avant, s'il vous plaît, la limite des 110 € du mégawattheure qui est dans la PPE, hein, donc c'est le coût maximal que peut prétendre les candidats si jamais il y a un appel d'offres. Hein, est-ce que ça va finalement suffire à amener assez d'entreprises pour faire jouer la concurrence? Parce qu'il y a un des mécanismes des coûts qui est important, c'est la concurrence. Hein. S'il y a des offres concurrentes, ça permet de diminuer les coûts. Donc ça, c'est une première chose importante. Et par rapport à qui va payer, alors tout à l'heure, on parlait des régions. Il y avait une question qui portait sur les régions. Et les régions PACA peuvent-elles, ou Occitanie, peuvent-elles bénéficier? Elles peuvent bénéficier de... en tout cas, c'est l'État qui va payer la différence entre le prix de marché et le prix proposé. Hein. C'est pas les consommateurs d'électricité comme fut un temps le cas. C'est l'État. Donc après, les bénéfices régionaux, ils peuvent être trouvés en bénéfices industriels. Et c'est pour ça que je vous propose de passer à la slide suivante. Alors, juste pour vous dire qu'en France, la filière éolienne en mer posée décolle et il y a des emplois à la clé. On est à 5000 emplois directs en 2020 parce qu'il y a 4 chantiers qui sont en préparation, enfin qui sont en cours de construction. Donc là, vous voyez des photos de composants ou de fondations qui sont fabriqués à Saint-Nazaire ou au Havre. Donc ça, c'est pour les projets en Manche et Atlantique. Slide suivante. Et en Méditerranée, on a le développement des 3 fermes pilotes. Donc ça a permis à des industriels de se positionner vraiment factuellement. Hein. On y est, c'est-à-dire qu'on a des entreprises comme Principal Power qui sont venues à s'installer à Aix-en-Provence, Eiffage Métal qui va travailler sur 2 projets. Donc ça, c'est sur ces chantiers de fosse. Donc concrètement, on a vraiment des industriels qui se sont positionnés parce qu'il y avait un intérêt à se positionner, parce qu'il y a des fermes pilotes et parce qu'il y a cette perspective de développement de la filière en Méditerranée via ces 2 appels d'offres. Slide suivante. Et donc, ça se mesure. Hein, l'Observatoire des énergies marines ont mesuré une augmentation sur les 2 dernières années là, des emplois en PACA et en Occitanie, hein, avec des chiffres qui sont assez importants. Alors, c'est pas encore des gros volumes d'emplois parce que les projets sont toujours en développement et qui sont pas passés en phase de construction. Mais il faut rappeler qu'on est quand même dans une phase Covid et que malgré cette crise sanitaire, il y a quand même eu des augmentations d'emplois. Alors, les questions que je pourrais poser, c'est est-ce que ces appels d'offres en Méditerranée vont réussir le pari de l'emploi sur les territoires et notamment, est-ce que ces emplois seront pérennes? Et non, là, c'est le dernier slide, mais ce que je pourrais même dire en synthèse, c'est que est-ce que ces parcs en Méditerranée vont permettre
à la fois de créer des emplois locaux et à la fois d'être compétitif, parce que ce sont deux notions qui sont qui peuvent être un peu antinomiques. Et est-ce que justement ces appels d'offres vont permettre de dire oui, on peut faire des projets compétitifs, donc à moins de 110 € du mégawattheure, et en plus faire des retombées sociales, ce qui n'est pas forcément intuitif. Car on sait que pour l'industrie lourde, il y a des coûts de main-d'œuvre qui sont beaucoup moins chers dans d'autres continents. Hein. Donc c'est ça que je pourrais retenir. Désolé, vous m'avez un peu bousculé, donc du coup, je suis passé vite sur certaines parties. Ne vous inquiétez pas, monsieur, vous aurez peut-être la possibilité, dans le temps de questions-réponses qui s'ouvre, de clarifier ou de revenir sur certains points. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre intervention. Alors, pour le temps de questions-réponses qui s'ouvre, on part sur 13 minutes. Ce que je vous propose, c'est, si vous le souhaitez, de lever la main pour demander la parole et pouvoir ouvrir votre micro. Il suffit pour ce faire de cliquer sur le petit bouton en bas à droite. En attendant que nous ayons quelqu'un qui demande la parole, je vous propose de lire une première intervention et je vais revenir sur une question qui a été posée tout à l'heure sur une intervention précédente, mais sur laquelle je pense que vous allez peut-être pouvoir répondre. C'est une question de Bernard d'Alternativa Martigues. Je vous la lis in extenso. Le futur parc EOS de Dunkerque annonce un prix de revient de 45 € par mégawattheure produit. Pour les futurs parcs EOS Méditerranée, et du fait des progrès, les prix de revient devraient encore diminuer. Est-il quand même prévu des aides financières ou des garanties de prix d'achat du mégawattheure pour les sociétés exploitantes? Si oui, à combien? Quel dispositif de transparence avec intervention citoyenne, c'est-à-dire ouvert aux associations, organisations, etc., pourrait être organisé pour le contrôle du financement et la gouvernance des projets sans laisser la main à Total? Ces projets sont coûteux, l'effort de financement pourrait-il être ouvert à un investissement participatif citoyen? Alors, question un peu longue, je vous laisse C'est un répondre. peu long, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de questions dans les questions. Alors déjà, juste une clarification, on est sur 44 € du mégawattheure, hein, comme je l'ai indiqué, et pas 45. Ça, c'est un projet à Dunkerque. Alors, le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, pardon, c'est pas Total, hein, donc c'est EDF et des partenaires. Donc, je vois pas ce que vient faire Total là-dedans. Alors sur la gouvernance, sur les aspects citoyens, participatifs, bah ça, je pense que c'est une très très bonne question. Hein. Donc ça, c'est vraiment une question qu'il faut reporter au débat. C'est quelle est la part justement? Est-ce que les citoyens peuvent investir comment les faire participer à ce projet-là s'ils en ont envie. Donc ça, c'est un des thèmes du débat. Il me semble que peut-être une réunion spécifique là-dessus ne serait pas inutile. Après, il y a une comparaison entre Dunkerque et l'éolien flottant en Méditerranée. On n'est pas du tout sur le même niveau de maturité. Hein. Dunkerque, on est sur du posé, donc on est à 44 € du mégawattheure. Voilà. Sur l'éolien flottant, on est sur une filière en émergence. L'éolien flottant à l'échelle commerciale, ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part dans le monde. Hein. On a des fermes, des petites fermes commerciales, des petites fermes pilotes qu'on essaie de développer en Méditerranée. On aura un pré-projet commercial, le projet de 250 MW, et ensuite on va passer à l'échelle commerciale. Donc là, c'est la deuxième phase du projet, 500 MW. Donc pour l'instant, ça n'existe pas. Donc on ne peut pas dire que tout de suite on va ramener le coût de l'éolien flottant à celui de l'éolien posé, qui a quand même mis, j'ai montré que 2010, mais en fait il a mis 20 ans, 20 voire 30 ans. Le premier parc éolien posé, il a été installé en 90, donc ça s'est pas fait, ça s'est fait dans le temps. Ça s'est beaucoup accéléré dans la dernière décennie. Donc on ne peut pas comparer les deux. Et après, si jamais l'éolien posé ou l'éolien flottant est compétitif, est vraiment ce que j'appelle compétitif, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de subventions, il peut vraiment trouver ses revenus sur les marchés de l'électricité. Bah, en effet, dans ce cas, on a déjà des exemples. En Allemagne, on a déjà des exemples où il y a des projets qui ne sollicitent pas de subventions. Ils ont juste sollicité une garantie que les prix sont stables, mais sinon, il n'y a pas de subvention. C'est-à-dire que si
c'est le principe du complément de rémunération. Enfin, bon, on ne va pas rentrer dans cette subtilité-là, mais en tout cas pas en amont du débat, mais en tout cas, il faudra que ça soit abordé. En tout cas, ce sont des très bonnes questions, hein. Je note la partie citoyenne, c'est un élément très important du débat, hein, il va falloir travailler là-dessus et peut-être, en effet, inciter les porteurs de projets à inclure, à être inclusifs sur les territoires. Merci beaucoup, Monsieur Guénard, pour ces éléments de réponse. Je ne vois pas de main levée pour l'instant. Je vais continuer donc à lire les interventions dans le chat. J'en profite juste pour vous demander, dans la mesure du possible, à demander à toutes les personnes qui s'expriment de formuler leurs propos sous forme de questions plutôt que sous forme d'affirmations, de manière à ce qu'on puisse ouvrir la discussion avec l'intervenant. Je vais justement me permettre, pour la question suivante, de reformuler une contribution qui a été donnée sur le chat. C'est une contribution de Thomas Hinderix, j'espère que je ne trahis pas le nom, qui se demande si le prix qui est proposé ne serait pas le résultat d'une guerre de concurrence entre développeurs et ne se ferait que sur le dos des fournisseurs. Monsieur Guénard, je vous laisse répondre. Oui, l'effet de concurrence, elle a l'effet bénéfique de réduire les coûts. Donc, ça, c'est plutôt un facteur d'acceptabilité des projets, hein. C'est vrai que moins c'est cher, je ne vois pas comment on pourrait renier ce mécanisme-là, hein. Mais ensuite, c'est vrai que ça a d'autres effets, des effets plus pervers je l'évoquais, hein, sur déjà qui va travailler. Est-ce que c'est du local? Est-ce que ça va se faire en Asie? Donc, ça, c'est vraiment des questions qu'il va falloir aborder. Et forcément, après, quand bien même, qu'importe que ça soit local ou mondial, de toute façon, ça met la pression sur toutes les entreprises qui vont travailler à l'élaboration, la réalisation de ces projets-là, hein. Donc oui, mais bon, après, après, de toute façon, il pourrait y avoir des butées, il pourrait y avoir des prix qu'on ne pourra pas descendre parce que voilà, le coût de l'acier, c'est le coût de l'acier. Il y a des choses qui sont quand même, on est quand même dans l'industrie lourde, hein, donc il y a des coûts qui sont quasiment fixes sur certains approvisionnements, hein, et on aura beau tourner le problème dans le projet, le problème dans tous les sens. Après, il y a des questions de marge, hein, il y a aussi, voilà, et après, il y a des opérateurs qui viennent dans l'éolien, dans les énergies renouvelables, qui n'ont pas forcément la culture des énergies renouvelables, hein. Je pense à l'oil and gas. Donc, c'est aussi pour ces opérateurs-là de revoir leur marge et pour faire, parce que là, il y a urgence climatique et donc on peut pas, ce serait quand même inconcevable que les entreprises se fassent du beurre, si je puis dire, sur la transition énergétique et l'avenir du climat. Donc, il y a aussi ça à mettre sous pression. Et ça, on compte sur les citoyens et sur toute la société en général pour mettre cette pression-là, hein, parce qu'on est tous dans le même bateau, hein, on est tous sur la planète Terre et on n'a qu'une Terre, hein. Donc, il va falloir aussi que chacun fasse des efforts. Et ça, c'est au niveau aussi individuel, entreprise, sociétal, à tout niveau, politique, etc., à tout niveau. Merci beaucoup, Monsieur Guénard, pour cette réponse. Il nous reste un petit peu plus de 5 minutes d'échange. Je ne vois toujours pas de main levée. Je vais continuer donc avec les interventions dans le chat. Et une autre intervention de Bernard d'Alternative à Marseille, que je me permets là aussi de modifier un petit peu, puisque c'est une question qui porte sur des aspects très locaux autour de la région, de l'agglomération marseillaise. Et donc, je me permets de généraliser un petit peu. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, Bernard. Ne faudrait-il pas mobiliser, impliquer l'AFPA pour la reconversion professionnelle et la formation pour les besoins du projet EOS? Et ne serait-il pas utile de créer sur la zone du Golfe un campus universitaire technologique sur les énergies renouvelables? Je vous laisse la parole, Monsieur Guénard. C'est une très bonne remarque, très bonne idée constructive. C'est clair que la formation, ça va être un sujet aussi qui me paraît très très important à aborder, parce que là on est quand même sur des mécanismes de moyen terme, voire de long terme, hein. Donc
ces projets-là, c'est pas one shot. Il faut aussi voir l'avenir et puis l'avance que décrivait l'avance technologique que décrivait le premier intervenant, là, M. de Pertuis, de l'Europe, elle n'est pas acquise. C'est-à-dire que les efforts de formation, d'innovation à tout niveau, hein, au niveau ingénieur comme au niveau technicien, parce qu'il y a aussi des questions de main-d'œuvre. Hein, il va falloir aussi de la main-d'œuvre qualifiée pour des soudeurs, des chaudronniers, si on travaille en acier ou des ferrailleurs, si on travaille en béton. Ben, tout ça, il faut trouver cette ressource vive. Et donc, et tout ça, il faut vraiment que toute la société se mette en ordre de marche si vraiment on veut faire ces projets. Et là encore, je dis si on veut faire ces projets, parce que le débat aussi va porter sur l'opportunité de ces projets-là. Mais ça doit, ces questions de formation doivent faire partie intégrante du débat et doivent être abordées pour voir concrètement ce qui pourrait être fait sur les territoires. Et aussi, bon, après, il faut aussi voir à l'échelle aussi nationale, hein, parce que les territoires, c'est une chose, mais on est dans une compétition mondiale, hein, donc c'est ça aussi qu'il ne faut pas perdre de vue, hein, c'est qu'on n'est pas tout seul. Merci, Monsieur Guénard, pour ces éléments. Je vous propose, avant de conclure cette séquence de questions-réponses, une dernière contribution. Je me permets là aussi de la reformuler, de l'abréger un petit peu. C'est 4FBLXD. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je me demandais si on avait déjà envisagé sérieusement de mettre en place des politiques fortes autour des low technologies, technologies douces, qui ne nécessitent pas une production énergétique. Je me demande ce que l'on pourrait voir advenir si les mêmes sommes étaient déployées pour ce projet, si les mêmes sommes déployées pour ce projet d'éolien offshore se trouvaient allouées à de la formation, sensibilisation et recherche autour de technologies douces en termes de transition écologique, mais aussi en termes de retombées sociales. Monsieur Guénard, je vous laisse répondre. Mais je crois que c'est pas l'un ou l'autre, c'est comme c'est souvent c'est pas le nucléaire contre les ENR, ça peut être l'un et l'autre, quoi. Ce que décrit la question, c'est la problématique de la sobriété énergétique, et ça, c'est un des piliers de la réussite de l'atteinte des objectifs 2050, hein, de rester en dessous à 2 degrés de réchauffement climatique par rapport à l'ère industrielle. Donc, c'est un des leviers. Hein. On n'a pas assez insisté là-dessus parce que là, on est sur un projet de production d'électricité ENR. Donc, on a beaucoup parlé d'énergie renouvelable, mais il faut aussi insister sur la sobriété, sur le fait aussi des problèmes d'usage. Quand même, l'électricité, c'est quand même l'énergie qu'on peut produire de façon la plus douce, hein, si je puis dire, par rapport à des énergies extractives. Donc c'est aussi tout ça. C'est aussi augmenter l'électricité dans notre énergie. Et puis, bien sûr, la sobriété, et ce que décrit la question, ça fait aussi partie du débat. C'est-à-dire c'est un ensemble, c'est un modèle de société qu'il va falloir s'approprier, et tout fait partie du même modèle. Il n'y a rien qui s'oppose pour moi. Merci beaucoup, Monsieur Guénard, pour ces réponses. Je vois une main qui s'est levée, Marie Zarditi. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de vous donner la parole puisque nous arrivons au terme de cette séquence. Mais ce que je vous propose, c'est de poser votre question par écrit dans le chat, puisque nous allons enregistrer l'ensemble des contributions et des questions posées dans le chat pour que celles qui n'ont pas eu de réponse ce soir puissent en avoir ultérieurement. Je vous remercie pour ces échanges, Monsieur Guénard. Et donc, je passe tout de suite la parole à Dominique pour une synthèse de cette troisième séquence. Alors justement, sur le dernier, j'ai repéré 4 thèmes principaux, mais je vais commencer par la dernière question qui touchait justement au ralentissement, au report de sommes allouées au développement de ces technologies vers une sensibilisation au ralentissement, etc. Corollairement, dans le chat, quelqu'un écrit que fait la CNDP pour enquêter de ce côté-là. Alors, je voudrais juste préciser que ce n'est pas le rôle de la CNDP d'enquêter sur les low technologies. Nous, on est là pour poser le cadre du débat et permettre au public de
de s'interroger sur un projet qui est soumis au public. Cette parenthèse étant fermée, donc j'ai repéré 4 thèmes principaux. Donc le premier, c'était sur les coûts, sur la LCOE et le niveau de contribution. Le deuxième, c'était sur les emplois et la formation que tu as évoqué, Arthur, sur l'implication de l'AFPA et sur les emplois, la question de savoir si les emplois qui étaient créés ne seraient pas faits au détriment d'autres, comme les pêcheurs par exemple. Et un quatrième domaine de question qui est sur la transparence et la gouvernance et la participation des citoyens à la participation financière au projet. Voilà. Étienne ? Merci beaucoup. Merci Dominique, merci Arthur et merci beaucoup aux 3 intervenants qui ont vraiment joué le jeu de faire des interventions courtes et pertinentes et en plus de poser effectivement des questions. Je sais que c'est un effort et c'est un peu une façon de se décentrer quelque part, de prendre un peu de distance avec le sujet, de s'obliger, même quand on a beaucoup de convictions ou de certitudes, ou en tout cas de s'obliger quand même à prendre du recul et à poser des questions. Donc, je voulais vraiment vous remercier et merci à tous aussi de toutes les questions que vous avez posées. Toutes mes excuses à Marie Zarditi, mais c'est un peu malheureusement la règle du jeu de ces réunions distancielles. Il faut aussi qu'on puisse finir à une heure correcte et évidemment, ce sera beaucoup plus facile de s'entendre et de prendre toutes les questions possibles quand on sera en réunion présentielle. Donc, simplement pour conclure, un grand merci. Et puis, je voudrais vous inviter vraiment à la réunion de lancement du 12 juillet, donc la réunion qui lancera véritablement le débat et à laquelle vous pourrez vraiment contribuer de façon encore plus directe. Et on commencera, alors peut-être pas à répondre à toutes les questions, mais en tout cas à aborder et à échanger plus les arguments. Là, on avait plutôt des intervenants et on venait compléter un peu ce que les intervenants disaient. Et on sera plus dans l'échange et dans la production de l'échange. Donc lundi prochain à 18h, également en ligne. Et puis je l'espère, sur toutes ces questions de politique énergétique, on aura l'occasion d'avoir des réunions beaucoup plus approfondies. Qui nous permettront d'aller, j'espère, au fond des choses à partir de fin août et jusqu'au 31 octobre. Encore merci pour votre participation et donc rendez-vous, je l'espère, lundi prochain, le 12 à 18h pour la réunion de lancement du débat. Merci et une très bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.